Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. On se l'est dans la même lancée. Inclus-toi. On se l'est dans la même lancée. Ce matin, on reçoit une énième fois Monsieur Cyriaque Vourandjami, qui est directeur de cabinet politique du président de la République. Exactement. Est-ce que tu as convoqué notre invité pour aller dans la même lancée des activités qui se font en ce moment? Parce que tu me disais que le président, on a l'impression que le président lui-même y vend ses activités. Oui, Monsieur Vourandjami, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est avec un grand plaisir que je reviens. Vous savez qu'il y a un peu plus de 2 mois, j'étais ici. Exactement. Je vous avais fait pas des prophéties, mais des promesses. Et je pense qu'il y a lieu aujourd'hui peut-être de faire un petit compte rendu ou une petite observation sur ce que je déclarais à cette époque-là, ce qui s'est fait sur le plan politique, économique. Et voilà, je pense que les Gabonais sont en droit de savoir, le peuple gabonais a le droit de savoir ce qui s'y passe, de connaître la vérité, telle que chaque homme politique, chaque acteur politique veut la présenter. Donc je suis là pour cela. La situation actuelle du PDG, vous qui êtes le conseiller du Directeur de cabinet. Directeur de cabinet du distingué camarade. Mais comme je vous le disais, il y a plus de 2 mois, nous étions en train de préparer à cette époque-là le congrès national d'investiture du candidat Ali Bongo Ondimba. Et il y avait justement des doutes qui planaient puisque nous enregistrions en ce moment-là des départs en catastrophe notamment. Et non seulement des départs, mais on avait même pris des mesures disciplinaires visant et qui avaient donc abouti à l'exclusion de 3 ex-camarades qui étaient les meneurs du mouvement Héritage et Modernité. Et à cette époque-là, vous me posiez la question de savoir si malgré ces défections, le PDG s'est porté resté stable. Et je vous avais déclaré ici même, dans votre studio, sur vos antennes, que le PDG était un bateau qui tenait le cap. Il le tenait très bien, qu'il fallait prendre des mesures qui s'imposaient à cette époque-là. Et pour preuve, vous avez vu que le congrès qui s'est tenu quelques jours après, avant les séances provinciales, n'est-ce pas, qui ont vu la participation de toutes je vais dire, des dimensions politiques dans notre parti. Et au Congrès national, on a vu une démonstration, non seulement de mobilisation, mais une organisation qui a démontré une fois de plus que le PDG était la formation politique la mieux implantée, la mieux structurée. Je me souviens que les débats ont duré pratiquement de la journée, puisque on a débuté à 10h pour terminer, voire la fin à 21h30 par là. Et donc tous les militants étaient là, la mobilisation était au beau fixe, les débats étaient sereins, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une autre formation politique ou d'autres formations ou regroupements politiques qui ont pu faire un congrès ou une réunion qui aurait pu mobiliser autant de monde. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le PDG, sans risque de nous tromper, se porte très bien. Mais on a quand même constaté que c'est à l'issue de ce congrès-là, finalement, que l'ancien président de l'Assemblée nationale a pris l'engagement de quitter vos rangs. Voilà, et c'est la question qui allait dans le même sens. Est-ce que on a l'impression que vous êtes ça souvent surpris par les démissions? Les démissions. Non, on n'est pas du tout surpris par les démissions. Parce que vous voulez nous dire que vous aviez déjà des indices non, parce que, allant dans le sens d'un possible départ de Nguy Dama? Non, vous savez que Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il vient à la tête du Gabon en 2009, avait pour objectif d'engager, n'est-ce pas, un changement en profondeur de la société gabonaise. De la société gabonaise, pourquoi? Parce que s'il avait cette ambition de faire du Gabon donc un pays émergent à l'horizon 2025, il y avait donc des nécessités, il y avait des préalables. Et ces préalables-là passaient par une refonte du système administratif, social, de l'organisation administrative, politique
n'est-ce pas? Il y avait donc un changement de paradigme. Vous comprenez que lorsqu'il faut amener un peuple à changer de mentalité, eh bien, c'est souvent difficile. Ce n'est pas chose aisée. Et donc, nous savions que nous rencontrions, n'est-ce pas, sur le passage, des résistances, des défections. Vous voulez dire que Guy Dama était un résistant au réfractaire au changement? Non, mais nous parlons à l'épreuve des faits. D'accord, à l'épreuve des faits, parce que le départ de M. Guizou Bandama, vous comprenez, ne nous étonne pas simplement parce que, dans un premier temps, moi je reviens, la semaine dernière j'étais dans le canton Lolo-Wanya, d'où l'ex-camarade Guizou Bandama est député depuis un quart de siècle, donc 25 ans. Et sur cette durée, il a siégé 20 ans à la tête de la présidence de l'institution qu'on appelle l'Assemblée nationale. D'accord? Et lorsque vous visitez ce département, vous savez, les Gabonais ont un handicap, une faiblesse, qui ne voyagent pas beaucoup, ils ne connaissent pas beaucoup leur pays, ils ne connaissent pas l'arrière-pays. Voilà. Donc, allez-y, je vous fais la promesse que si vous prenez votre véhicule ici, vous arrivez dans ce canton, mais vous avez l'impression de ne pas vous retrouver au Gabon. Vous avez l'impression de ne pas vous retrouver au Gabon simplement. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, en termes d'infrastructure, je vais dire primaire, en termes de besoins sociaux primaires, on peut accepter les conditions dans lesquelles vivent les populations du canton. Mais vous voulez dire qu'il n'a pas suffisamment défendu ces populations? Mais je vous assure, allez-y, vous allez voir le contraste qu'il y a entre ce département en termes d'infrastructures sociales, en termes de services sociaux, par rapport au reste du pays, au reste des capitales provinciales. C'est quand même un département qui se retrouve à quelques encablures de Koulamoutou, donc la capitale de Logouelolo. Et je vous dis, ce monsieur a siégé 25 ans à l'Assemblée nationale. Et quand vous êtes député dans une localité, vous connaissez ce qu'on appelle les inscriptions budgétaires. C'est-à-dire que les députés, tout comme les membres du gouvernement, ont la latitude de proposer, là dans le cadre de la confection de la loi des finances, n'est-ce pas, proposer donc des projets qui vont, et ils ont le devoir de défendre des projets à caractère sociaux, de projets de développement de leur localité. Vous comprenez? Et ces inscriptions budgétaires qui se traduisent à la fin par des programmes, n'est-ce pas, qui sont financés par le budget de l'État. Comprenez? Alors, comment expliquez-vous que quelqu'un qui est resté 25 ans, député d'un siège en continu, n'est-ce pas, et qui a passé 20 ans, parce qu'il a démissionné à quelques mois de l'élection présidentielle de 2016. Ouais. Vous comprenez? Donc, il avait toute la latitude, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, certains projets, au moins le minimum. On va dire, vous savez, le problème que nous avons, et ça c'est ce qui est dangereux, c'est ce qu'il faut condamner. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la politique au rabais, en Afrique en général, et je dirais en particulier au Gabon, parce que ne s'improvise pas homme politique qui veut. Parce que, vous savez, la politique, c'est la mère des sciences. C'est la science qui défend la cité, qui organise la cité. Et donc, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des exigences, n'est-ce pas? Il y a des règles d'éthique, n'est-ce pas? Lorsqu'on est homme politique, ça veut dire qu'on a une vocation, d'abord. On a fait un don de soi. On est capable de penser autrui. On est capable de penser société et communauté. Or, ce monsieur-là, qui, je vous assure, il y a... Si vous prenez l'axe Mouila, Pays Maudit, Mouila, c'est pas Mouila de Lambournier, mais Mouila, c'est le village, le carrefour. Voilà, le carrefour. Vous allez dans l'axe... Le grand village même de ce canton-là. Pays Maudit, mais vous avez des villages, des grands regroupements de villages qui sont totalement coupés du reste du monde. Impraticable, vous ne pouvez pas y accéder. C'est-à-dire lorsque les femmes enceintes sont en travail, il faut les porter à dos d'hommes pour ressortir et chercher les voies et moyens pour accéder à une unité sanitaire. Mais c'est simplement inaccessible. On ne peut pas avoir siégé à la tête de l'Assemblée nationale et être ressortissant d'un canton et n'avoir pas été capable d'y apporter le minimum. Et si on n'a pas été suffisamment écouté par le gouvernement ou l'exécutif? On n'a pas été suffisamment écouté. Mais vous savez, Montesquieu, philosophe des Lumières, a dit:
tout homme qui a du pouvoir est porté d'en abuser. Pour éviter cet état de choses, il faut donc que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, dans l'organisation de la République, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, qui lui est dirigé par le président de la République et le Premier ministre, donc le gouvernement. Mais il y a un pouvoir qui est censé contrôler, n'est-ce pas, et limiter les abus du pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif. D'accord? Donc, dans le cadre du fonctionnement d'un État, l'Assemblée nationale, si vous lisez la Constitution gabonaise, dans son article, en ses articles 64 et 65, il est dit que l'Assemblée nationale a le devoir, on va dire, le peut contrôle. porter, non pas le contrôle, mais la capacité de voter une motion de censure pour justement disqualifier un gouvernement lorsque celui-ci, n'est-ce pas, ne réalise pas, n'est-ce pas, les aspirations du peuple. Et cela dit, vous savez, en début d'année, on parle d'exercice budgétaire, on vote une loi de finances. Cette loi de finances, elle est votée par l'Assemblée nationale. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Assemblée nationale cautionne, accepte la programmation, n'est-ce pas, des projets à réaliser sur l'ensemble du territoire. D'accord? Et en fin d'année, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement, qui est encore votée par l'Assemblée, qui valide, qui constate justement l'exercice budgétaire. Mais durant 25 ans, ce monsieur-là a été à l'Assemblée nationale. Mais Et 20 ans durant, Monsieur il était président de Monsieur l'institution. Voranjami, si on Mais suit votre logique. Il n'a jamais voté une seule motion de censure contre le gouvernement pour protester, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion. Mais de monsieur l'État. Voranjami, si on suit votre logique, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça fait 20 ans qu'il était à la tête de l'Assemblée nationale et qu'il n'a rien proposé pour ceux cantons, comme vous le dites. Donc, il n'y avait personne, en fait, qui s'est rendu compte, d'abord, premièrement, que cet endroit était abandonné et deuxièmement, peut-être le ramener à l'ordre ou bien c'est mettre parce des qu'il était actions. dans le PDG qu'on c'est- ne voulait voilà. pas Oui, ressortir. Parce est-ce que que c'est le ce que les PDG, gens finalement, disent, on en entre au fait. PDG comme on entre en religion? Dès qu'on y est, on Très bien. s'était. Vous faites bien de reposer cette question. Et c'est là c'est là la réponse à la question que vous étiez en train de poser, de savoir pourquoi Guy Ouandama, président de l'Assemblée, est parti. Il est parti simplement parce qu'en 2009, lorsque le président Ali Bongo Ondimba accède à la magistrature suprême, il décide donc de changer en profondeur la société gabonaise. Mais ce changement, il a amorcé au sein de sa famille biologique, il a amorcé au sein de sa famille politique et sur le plan de la nation. Et c'est pour cela que M. Guy Ouandama, qui ne se retrouve pas aujourd'hui dans la nouvelle organisation ou le nouveau fonctionnement du parti, ne pouvait que sortir. Puisque, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on n'avait pas constaté depuis qu'il y avait des manquements graves dans cette localité? Si ces manquements avaient été constatés, il vous souviendra que l'ancien président Omar Bongo, feu Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, avait initié ce qu'on appelait les fêtes tournantes. Les fêtes tournantes étaient une façon de concentrer les efforts en termes de développement d'infrastructures de province en province pour essayer de ne pas D'avoir un disperser développement égalitaire. Voilà. Et ces projets-là, le président de la République, lorsqu'il arrive, il commet un audit sur le fonctionnement et la gestion des Qui n'a jamais été rendu public jusqu'à aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est que nous avons, et ça ne se passe qu'au Gabon, peut-être pas forcément au Gabon, mais j'ai l'impression que nous tolérons des choses qui ne sont pas tolérables sous d'autres cieux, parce que vous ne pouvez pas être responsable d'un projet d'État, donc communautaire, et refuser d'en rendre les comptes au peuple, n'est-ce pas? Donc, vous avez aujourd'hui des gens qui ont géré, qui ont eu des responsabilités, n'est-ce pas? Et qui, à la fin, lorsqu'ils ont tellement mal géré, la formule idoine, c'est de se déclarer aujourd'hui opposant. Et du coup, le peuple oublie, n'est-ce pas, la gestion de cet homme, la gestion... Est-ce que c'est pas parce que le PDG n'a pas une meilleure stratégie de communication? Il ne s'agit pas de la stratégie de communication du PDG. Il s'agit là de l'administration qui ne prend pas ses responsabilités. Elle ne prend pas ses responsabilités parce que ce n'est pas au PDG, n'est-ce pas, d'engager des poursuites, n'est-ce pas, vis-à-vis des compatriotes
au regard de leur gestion Mais antérieure de l'État. les N'est-ce pas? responsables Il des s'agit administrations sont souvent issus des rangs du PDG. Mais- Dans notre pays, on a bien vu le PDG convoquer le Premier ministre pour clarifier certaines Est-ce que ce situations. n'était pas à titre politique? Voilà, le PDG convoque, n'est-ce pas On peut le faire et vous également savez- pour ces et vous le responsables savez. d'administration Non, à non, titre non. purement dans le cadre Non, du non, parti. non, Puisque non, c'est le la- parti qui la les censure- propose à la La censure de nomination. l'administration, justement, revient de plein droit à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, qui a, du point de vue constitutionnel, je vous ai parlé des articles 64-65. Séparation des pouvoirs, ouais. Voilà. Donc, le PDG, lorsqu'il convoque des députés ou vous savez aussi que dans le cadre de la République, dans le système présidentiel, souvent, les gouvernements et l'émanation de la formation politique Oui, victorieuse des voilà, élections. Effectivement. Donc, c'est dans ce cadre-là, étant donné que le gouvernement est une émanation du parti, lorsque ça ne va pas, ou lorsque nous voyons des signaux d'alarme passer au rouge, il est tout à fait indiqué que le parti convoque ces cadres qui le représentent, n'est-ce pas, au niveau de l'administration. Donc, pour revenir à ce que nous disions, vous savez que l'initiative de la loi revient en termes de projet de projet de loi, revient au l'Assemblée gouvernement, nationale et au et en gouvernement. termes de proposition de loi, revient à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez encore là, puisque nous sommes dans un état de droit, ça veut dire que l'administration fonctionne en fonction des règles qui sont établies sous forme de loi, de décrets et autres. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale, tout comme l'exécutif, donc le législatif, tout comme l'exécutif, et déjà, vous savez que l'exécutif ne peut pas travailler hors cadre juridique. Or, les cadres juridiques sont validés par justement les organes législatifs, n'est-ce pas, et ils sont suivis dans leur exécution par des organes de contrôle comme le contrôle d'État, ainsi de suite, la Cour constitutionnelle pour ce qui est de la constitutionnalité des lois. Vous voyez, donc, à partir de ce moment-là, la responsabilité du président de l'Assemblée nationale en tant qu'institution ou président de l'institution ou encore du Parlement est aussi engagée, elle est solidaire, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif dans la mesure où l'un comme l'autre avait la capacité de porter des motions de censure, puisque vous savez par ailleurs que le président de la République pouvait également dissoudre l'Assemblée nationale. Donc c'est une co-gestion. Donc M. Guizou Bandama ne peut pas venir prétendre qu'Ali Bongo Ondimba encore, il n'y a que 7 ans qu'il est à la tête du pays. Lui, ça fait 25 ans qu'il est à la tête de la loi en tant que député, 20 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Donc, il ne peut pas prétendre, il ne peut pas donner des leçons de gestion à Ali Bongo Ondimba. Ce n'est pas possible, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle, d'humilité. Parce qu'au regard de ce qui se passe chez lui, ce monsieur-là, il n'a pas l'éthique de pouvoir gouverner un pays quand il était incapable d'apporter des solutions minimales, n'est-ce pas, à un simple canton dont il est natif. Et je dis, c'est très grave. Voilà. C'est très grave que des gens en mal de popularité, qui n'ont même pas la légitimité, et je vous le dis, j'y étais, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Il y a des villages dans lesquels M. Guizou Bandama, en tant qu'élu, n'y met plus les pieds. Vous comprenez ça? Alors, il ne peut pas venir, et ils sont nombreux comme ça, des hommes politiques qui briguent la tête du pays, la présidentielle, mais qui n'ont aucun fief politique, qui n'ont aucune légitimité. Et on me parle de dialogue national. Mais monsieur, on dialogue avec qui? On dialogue avec celui qui est représentatif du peuple, n'est-ce pas? Et on est représentatif du peuple parce qu'on est élu, on a des conseillers municipaux, on a des représentants à l'Assemblée nationale ou dans une formation politique, mais c'est peut-être la raison pour laquelle l'Union nationale, par exemple, a toujours demandé pendant longtemps cette concertation. Mais l'Union nationale, monsieur, l'Union nationale, parlons-en, nous sommes allés, la dernière élection partielle au canton Kiaoyami, j'y étais. Il y avait un candidat de l'Union nationale. Avant cette élection, on disait quoi de l'Union nationale? Que c'est la plus grande formation politique de l'opposition. Personne ne peut les battre. Le PDG ne peut les battre. Mais c'était quand même une victoire à l'arraché. Mais non, monsieur, l'écart n'était pas très grand. Ce n'était pas du tout une victoire. L'écart n'était pas très grand. Pas du tout. Est-ce que vous avez les résultats? J'avais les résultats. Je peux les fouiller dans mon ordinateur. Non, ce n'est pas la peine de les fouiller. Moi, je les connais en tête. Voilà. Donc, ce n'est pas une victoire à l'arraché. C'était une victoire claire, incontestée et incontestable. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, les feux de paille ou les tigres en papier, tels que l'Union nationale et autres là, vous faites dans le registre animalier. Ce qu'on dénigre aujourd'hui. Non,
nous parlons de la réalité. Je vous dis des choses telles qu'elles sont. Le problème, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut s'improviser homme politique. Vous ne pouvez pas prétendre parler au nom d'une population dont vous n'avez pas la légitimité de représenter. C'est cela. Il faut avoir l'humilité, n'est-ce pas, de passer d'abord par les filtres qui vous confèrent la légitimité pour parler au nom d'un peuple. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a le refus de cette conférence nationale? Mais vous discutez en politique, vous négociez lorsque vous êtes en position de faiblesse. Vous ne négociez pas avec des gens qui ne sont pas crédibles, mais en le disant, vous discréditez un tout petit peu le CND. Non, pas du tout. Le CND, justement, venons-en, c'est l'espace, n'est-ce pas, réglementaire, constitutionnel, n'est-ce pas, je veux dire, institutionnel, pour engager le dialogue politique. Pourquoi? Parce que le CND, du point de vue de sa constitution, prévoit que c'est un espace où les partis politiques, n'est-ce pas, font entendre... Vous savez que même en matière d'élection, le CND a la légalité, aujourd'hui, la responsabilité de donner une motion, hein, n'est-ce pas, de validation en termes d'élection par rapport au déroulement du scrutin. Vous comprenez? Donc, les partis politiques, à l'intérieur, parce que cette institution fonctionne un peu comme l'Assemblée nationale, où ils sont capables de procéder au vote pour valider telle chose, ou donner un carton rouge, ou stopper telle chose. Alors, il y a des partis politiques ou des mouvements qui ne se retrouvent même pas. Déjà, sur le plan administratif, parce qu'ils ne sont pas légalisés, puisque le CND, pour y être membre, il faut être reconnu, il faut être une formation politique reconnue. Donc, vous voyez quelqu'un qui n'a même pas la reconnaissance juridique pour exercer des actions politiques, qui estime qu'il peut, n'est-ce pas, se prévaloir de certains droits, sans pour autant s'astreindre aux devoirs, vous comprenez, aux règles d'éthique, vous comprenez. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le paysage politique est truffé, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas la légitimité du peuple et qui estiment parler au nom du peuple. Monsieur, je vous dis, vous ne vous retrouvez pas dans un bistrot et vous surfez sur les réseaux sociaux avec un pseudonyme et vous dites que vous faites de l'actualité politique. Non, vous venez avec les structures qui sont les vôtres, les populations qui soutiennent votre action, et vous démontrez, venons-en, héritage et modernité. Mais on est étonné que ces ex-camarades, n'est-ce pas, ne sont pas partants aux élections partielles. Il était pour eux l'occasion de démontrer... Est-ce que les candidatures qu'ils ont proposées ont été invalidées? Non, pas du tout. Parce que quand on voit monsieur comment je retrouve le nom, Yori Tsongo. Attendez, je vous explique. Du point de vue du code électoral, lorsque vous démissionnez ou lorsque vous êtes sanctionné de votre formation politique, 4 mois avant, vous ne pouvez pas présenter à l'élection présidentielle, à l'élection. Aucune élection d'ailleurs. Voilà. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous êtes un leader, mais vous avez derrière vous des ressources humaines de qualité. C'est ce que je veux dire. Si vous avez la légitimité dans un secteur tel qu'un arrondissement, tel qu'un canton, mais vous n'êtes pas donc le seul. Mais ils sont en train de se proposer un indépendant. Mais je vous dis aujourd'hui, on a des sièges où il y a des ténors, n'est-ce pas, d'héritage et modernité, où il y a pas, le PDG se retrouve avec personne en face. Vous comprenez? Mais peut-être parce que, comme le dit l'opposition, cette élection partielle n'avait pas lieu d'être. Mais ça, c'est l'opposition qui le dit, et ça n'engage que lui. Mais elle n'avait pas lieu d'être. Pourquoi n'aurait-elle pas eu lieu d'être? Parce que ça aurait permis d'économiser de l'argent par rapport à l'organisation de la présidentielle. Qu'est-ce que vous appelez économiser de l'argent par rapport à ce que les populations aient des représentants à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de choix à faire. Vous comprenez? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ailleurs, c'est le pouvoir en place qui n'aime pas aller aux élections. Mais au Gabon, c'est le contraire. Les opposants n'aiment pas les élections. Mais il dénonce des cas de fraude. Il dénonce une situation de fraude. Pour quelle raison, selon vous? On ne va pas s'éterniser sur cette situation. Moi, je voulais vous poser la question. Il y a encore un cacique du PDG, M. Onessono, qui a démissionné. Le Nous sommes dernier. en train d'aller vers la présidence. Vous avez dit que vous n'êtes pas surpris par les démissions dans le Vous l'attendiez, celle-là? Est-ce que vous êtes sûr que jusqu'à la présidentielle, vous êtes paré à toute éventualité? Mais là, en stratégie,
il y a des données, hein, vous faites une analyse, n'est-ce pas, contextuelle du terrain sur lequel vous naviguez, vous avez des objectifs à atteindre et vous tenez compte de toutes les hypothèses. C'est-à-dire que les réformes, comme je vous l'avais dit une fois ici, c'est comme lorsque vous faites du vélo. Plus vous pédalez, plus vous restez en équilibre. Moins vous pédalez, moins vous avez la chance de rester en équilibre. Voyez-vous? Donc, il s'agit pour Ali Bongo Ondimba d'intensifier, de garder le cap, sinon d'intensifier les réformes qui sont là, qui sont engagées, parce que nous sommes convaincus, n'est-ce pas, de l'aboutissement, n'est-ce pas, de ces réformes, de ces changements, puisque nous voyons aujourd'hui des résultats. Dans sa première phase, disons dans la première phase de son mandat, il s'est engagé à nettoyer, n'est-ce pas, la sphère administrative. Est-ce que cela a été fait de façon exhaustive, claire, nette, mais rien satisfaisante? Rien n'est exhaustif, vous comprenez? Les mesures prises ou encore les réformes engagées, beaucoup sont en cours, mais beaucoup aujourd'hui ont porté leurs fruits. Si on prend le cas sur le plan social, la mesure qui a mené aujourd'hui à instaurer ou installer et vivre aujourd'hui une réalité de la couverture médicale sociale sur le plan national est une réalité. Ça procède d'une réforme qu'il a engagée et qui aujourd'hui est incontestablement implantée lorsque certains grands pays que nous connaissons sur la planète ont eu du mal, ou sinon ont du mal à la mettre en œuvre. Donc vous comprenez, sur le plan économique, comme je vous le disais, il s'agissait pour Ali Bongo Ondimba de prendre le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire qu'il fallait transformer notre économie, qui avait un visage d'économie de rente, donc conjoncturelle, qui était donc astreinte, n'est-ce pas, au cours du baril du pétrole ou encore des exigences des bailleurs de fonds à l'extérieur, puisqu'elle dépendait à ce moment-là des moteurs exogènes. Il fallait donc penser à une économie structurelle. Qui dit structurelle, ça veut dire qu'on va prendre le temps de structurer les choses, de mettre des leviers endogènes dont nous avons nous-mêmes le contrôle, la maîtrise, pour pouvoir garantir la possibilité de négocier ou de juguler les chocs des crises économiques qui pourraient subvenir. Et c'est le cas, c'est ce qu'il a fait. Il a fallu donc engager la diversification de l'économie avec les leviers de production, de transformation, parce que nous avons un rendez-vous en 2020, c'est celui de tout doit être transformé au Gabon en termes de matières premières. Ça suscite donc l'effet que nous voyons, l'emploi, puisqu'avant 2009, nous étions à 3 000 emplois créés l'année, nous sommes aujourd'hui à 12 000, soit on a triplé, n'est-ce pas, cette capacité. Aujourd'hui, disons, comparé à 2009, le taux de croissance, parce que c'est ça qui génère les emplois, ainsi de suite, était négatif, il est aujourd'hui positif. Donc, aujourd'hui, il y a les semences qui ont porté dans tous les domaines, et ce travail, ces réformes se poursuivent. Parce que ce qu'Ali Bongo a fait en réalité, c'est quoi? Ce qu'il a donné de l'espoir aux pays subsahariens, aux pays, l'espoir à tout un continent. Vous vous souvenez, il vous souviendra qu'en 2009, lorsqu'il parlait de Gabon émergent en 2025, mais tout le monde disait que c'était l'utopie aujourd'hui. Ouais, on parle du Sénégal émergent, on parle du Cameroun émergent, tout le monde a compris que donc c'est possible. Donc, vous comprenez, ces réformes sont tellement profondes que certains malheureusement, je dis malheureusement parce que ce n'est pas, et nous espérons que ces camarades-là reviendront, qu'ils comprendront la nécessité qui s'imposait à Ali Bongo Ondimba en tant que chef d'État pour prendre sa responsabilité de mettre le Gabon sur de bons rails pour atteindre son objectif de l'émergence en 2025. Vous voulez dire que s'ils veulent revenir, la porte du PDG est toujours ouverte? Mais la porte du PDG restera toujours ouverte. Vous comprenez? Et je suis convaincu pour certains qu'ils vont, au terme de leur désillusion, certains, certainement, auraient l'humilité de revenir. Et les portes du parti sont totalement ouvertes pour que ces camarades-là reviennent le plus vite possible avant qu'ils ne se fassent... avant qu'ils ne se perdent totalement. Vous comprenez? Donc, cela dit, nous sommes confiants et nous disons que les Gabonais... Vous croyez à un second mandat d'Ali Bongo? Mais on n'est pas
On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous comprenez? Mais aujourd'hui, soyons responsables, soyons, j'ai dit, les faits sont têtus, les faits sont là. Je vous dis, quel est aujourd'hui, sur le plan national ou même international, vous avez le rayonnement diplomatique du Gabon. Vous pouvez tenter de le nier, mais la réalité est là. Quand certains de nos compatriotes ont lamentablement échoué sur la scène internationale, vous savez que M. Ping est le seul Africain à n'avoir pas eu la latitude de bénéficier du renouvellement de la confiance des chefs d'État à la tête de la Commission de l'Union africaine. Vous savez ça? Certainement qu'il ne, bon, voilà. qu'il a engagé des réformes qui n'ont pas plu mais quelles aussi. Réformes mais quelles réformes? Ou ses prises de position. C'était beaucoup plus la gestion et les prises de position, n'est-ce pas, qui manquaient d'expertise, non seulement dans les conflits à l'international. Mais messieurs, vous revenez sur le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple? Vous pensez que tous ces chefs d'État-là étaient réfractaires au changement? Non, la réalité c'est que lorsque vous avez échoué partout, il faut avoir l'humilité de reconnaître que vous devez repartir à vos chères études et de vous reconstruire. C'est ça la difficulté. Le problème de certains Gabonais, certains d'entre nous, c'est que nous n'avons pas cette humilité de reconnaître nos limites. Nous avons des égos surdimensionnés et nous prétendons à des choses, je ne peux pas comprendre. Les cas sont multiples. Parce que les cas de démission dont vous me citez, et vous prenez peut-être soin de ne pas en citer certains, mais vous parlez de M. Ngoulakia, on parle de Ngiabanda, on parle de... Mais tout ce monde, vous savez, et je le dis, et j'ai le courage de le dire aujourd'hui, que les réformes qu'Ali Bongo Ondimba a engagées, qui permettront au Gabon de devenir un pays émergent, n'est-ce pas? Ces réformes-là, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le programme Égalité des chances, parce que l'émergence dont on parle, ce n'est pas que les Gabonais soient assis chacun chez soi ou dans son bureau, et puis le président de la République va chercher l'émergence quelque part et la rapporter. Il s'agit que tous les Gabonais doivent changer d'état d'esprit. Est-ce que le distingué camarade de votre parti a suffisamment travaillé pour cette cause-là durant ces dernières années? Changement d'état d'esprit. C'est ce que je vous disais, que c'est ce que nous sommes. C'est ce qu'on a toujours fait, et ce qu'il n'a cessé de faire, n'est-ce pas, en termes de séminaires, en termes de causeries, en termes de réunions. Est-ce que vous pensez que le Parti démocratique gabonais lui-même s'est pleinement approprié cet idéal et a pu relayer ces idées-là auprès des populations dans l'arrière-pays et même dans les quartiers sous-intégrés des Libreville, par exemple? Encore une fois de plus, nous venons à l'épreuve des faits. Je vous ai dit, nous venons à l'épreuve des faits. Vous avez vu les congrès provinciaux. Ils se sont organisés avec une grosse mobilisation. Vous avez vu le congrès national. Donc, le PDG se porte bien à tous les niveaux. Il y a, et c'est tout à fait naturel. Même quand quelqu'un démissionne, le PDG se porte bien. Mais c'est ça le changement. Je suis en train de vous dire, lorsque un individu, d'accord, lui seul, ou avec une poignée de camarades, qui avaient quand même des vestes. Mais il ne s'agit pas justement du contenant, il ne s'agit pas de la fonction que vous avez. Mais qu'est-ce que vous représentez? Je prends l'exemple de M. Guizou Bandaounan, qui était quand même président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez me dire le PDG le craint? Attendez, non, pas du tout. Pas du tout. Mais puisque je vous dis, en termes de management des ressources humaines, de sa localité simplement, de son canton. Je ne parle même pas à l'échelle de la province. Je ne parle même pas à l'échelle du département. Je parle à l'échelle du canton. Vous comprenez? Donc, ces messieurs-là, en termes de gestion des ressources humaines, de la promotion, de l'encadrement des ressources humaines, vous connaissez le résultat? Mais regardez qui gravite autour de lui. Vous savez qu'il est... C'est un homme d'État. Un homme d'État n'est pas là pour promouvoir les gens de sa zone d'origine. Je suis en train de vous dire... Je suis en train justement de vous faire la leçon politique qu'un homme politique n'est pas coupé de sa base.
il doit avoir une base, il doit avoir un fief politique. Sinon, ce n'est pas un homme politique. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Prenons le cas de M. Miboto, Chantal Miboto. Mais Madame Chantal Miboto était maire dans la commune de Mounana. Aux dernières élections locales, a été copieusement laminée, battue. D'accord? M. Miboto était député. Il a été copieusement battu. Non, ils avaient quand même décidé de faire la politique de la chaise vide. Non, pas là. Mais quand vous êtes en politique, ou vous existez ou vous n'existez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas, ça n'existe pas. La politique de la chaise vide ou la politique de l'autruche, ça n'existe pas en politique. La politique, c'est la présence. Vous tenez le terrain, vous êtes présent. Et si vous sentez que les dés sont pipés d'avance? Mais donc, vous n'avez pas de légitimité. Vous n'avez pas de légitimité. Et il y a lieu là de penser à faire autre chose que de la politique lorsque vous perdez la légitimité du peuple. Puisque le principe, c'est celui-là. C'est le principe. En politique, ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous valez. Mais c'est ce que vous représentez qui compte. Vous représentez qui? Vous représentez quoi? C'est ça, le principe en politique. Non, monsieur Bouranjami. Nous avons dépassé largement le temps qui nous est imparti. Dernière question. Non, Mosley. Merci de nous avoir accordé ce temps. On sait que vous avez beaucoup d'occupations et on sait que c'est pas la dernière fois que vous allez venir nous parler des activités de votre parti politique sur les antennes de notre radio. Je vous remercie. Merci. Merci à tous les auditeurs d'Urban FM 104.5. Merci à Mosley. Merci à Mosley. On se retrouve demain à 7h pour un Fresh Morning en mode old school. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.